Bonjour, cette fois-ci Made in Africa vous emmène au Gabon. Nous sommes ici en plein cœur de l'Afrique équatoriale. Ce pays est un véritable paradis de forêt, près de 80% de son territoire en est couvert. Et c'est aussi un pays qui est très riche de ses ressources naturelles. C'est un pays qui a du bois en abondance, c'est un pays qui a des minerais, c'est un pays qui a aussi des hydrocarbures. Et bien malheureusement, qui dit abondance de ressources naturelles, dit aussi risque de surexploitation et de mauvaise exploitation de ces ressources. Et justement, pendant cet épisode, nous allons découvrir des projets qui vont dans le sens de la protection des milieux naturels et de ces ressources, des projets qui vont dans le sens de la promotion d'une agriculture durable et de la promotion de l'innovation de jeunes entrepreneurs pour un développement durable. Situé en Afrique centrale, à hauteur de l'équateur, le Gabon ne compte qu'1 700 000 habitants. Le paradoxe de ce pays peu peuplé est que plus de la moitié de sa population vit dans les deux grandes villes, Libreville et Port-Gentil, ce qui donne au Gabon l'un des plus forts taux d'urbanisation de l'Afrique. En comparaison, à l'intérieur du pays, la densité hors agglomération est similaire à celle des pays désertiques sahariens, inférieure à 2 habitants par kilomètre carré. Autre paradoxe, les ressources forestières et un pétrole abondant ont permis au Gabon d'être l'un des pays les plus prospères d'Afrique. Cependant, du fait de l'inégalité dans la répartition des revenus, une proportion importante de la population reste pauvre. Faisant partie du bassin du Congo, deuxième massif forestier au monde après l'Amazonie, la forêt gabonaise avec ses 22 millions d'hectares contribue largement à l'effort mondial de lutte contre le réchauffement climatique. Mais la politique officielle qui veut promouvoir ce Gabon vert doit aussi tenir compte des impératifs de développement et d'industrialisation du pays. L'un des défis majeurs du Gabon est donc aujourd'hui de faire accepter à sa population les règles contraignantes qu'impose la bonne santé d'une forêt protégée et de trouver pour cela de nouvelles sources de revenus, que ce soit dans l'agriculture, le tourisme ou les nouvelles technologies. Au sommaire de cette émission, rencontre avec Marcona Essangui, qui a reçu le prix Goldman, équivalent du prix Nobel de l'écologie, et qui a enregistré de réels succès dans le combat pour la préservation des forêts tropicales du pays. On mange local, l'une de ses initiatives récentes, vise à assurer la sécurité alimentaire du pays. Là, on va découvrir un très beau projet qui vise à promouvoir l'agriculture paysanne. Ce projet est porté par la plateforme Or Vert, qui réunit 11 associations, qui sont toutes des associations d'agriculteurs, et ce projet est soutenu par Brain Forest. Ce projet s'appelle On mange local, et justement, on va voir comment est produite cette nourriture qui est vendue localement. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Merci de nous recevoir. Oui. On est dans votre exploitation ici, n'est-ce pas? Merci pour la visite. Ouais, c'est un plaisir. Vous me faites visiter un peu? Alors, oui, ici nous sommes sur le site de GPVA, ça c'est le nom de notre association. Et vous faites partie de la plateforme Or Vert, n'est-ce pas? Exactement. Donc ici c'est mon collaborateur Ferdinand. Bonjour Ferdinand. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous cultivez ici comme produits maraîchers par exemple? Nous cultivons la laitue, les tomates, le chou, le radis, les navets, quoi encore? Il y a des arbres aussi, est-ce que je vois? Le concombre, oui. Nous avons aussi des avocatiers. Ça fait partie des arbres fruitiers. Des papayers, je vois là-bas. Des papayers, des manguiers. On a aussi le bananier. Bon, tout ça là, c'est pour... Donc, vous faites du maraîchage au sol et en plus de ça, vous avez les arbres en couverture. Oui, oui. Nous avons le taro, qui est donc une culture très appréciée. Alors ça, je ne connais pas. Oui. Qu'est-ce qu'on mange dans le taro? Oui, on mange essentiellement ces tubercules. D'accord. Et oui, qui donnent dans la terre. Donc c'est un peu comme le manioc. C'est un peu exactement. C'est la racine qu'on mange. Donc ça fait combien de temps que vous êtes sur cette exploitation? 4 ans. 4 ans. Et avant ça, qu'est-ce que vous faisiez? J'étais enseignant. D'accord. Oui. Donc vous avez abandonné les salles de classe pour devenir agriculteur? Exactement.
parce que c'était une passion d'enfance. C'est vraiment par passion que vous vous êtes lancé là-dedans. Exact. Alors, et le projet On mange local, Oui. comment est-ce que vous vous intégrez dans ce projet? Quelle est l'articulation entre vous en tant qu'agriculteur et le GPVA avec On mange local? On mange local. Oui, On mange local nous a apporté beaucoup sur le plan des semences, de la commercialisation des produits. Avant, lorsque nous produisons ici, on a des difficultés pour envoyer les produits sur Libreville. Vous voyez, avec On mange local, le projet, bien sûr, il y a un véhicule qui servait donc de relais. Et avec le projet, nous avons réussi quand même à nous faire connaître au niveau des grandes surfaces avec les produits comme les aubergines violettes et un peu de tout. Donc c'est vraiment sur l'accès au marché qu'ils vous ont aidé? Ils nous ont aidés sur les semences, la formation et l'accès au marché. Une partie de la production de potins est destinée à être commercialisée à Libreville. La plateforme Orvert a créé pour cela un kiosque, implanté sur un marché, pour y vendre les productions maraîchères et fruitières de ses agriculteurs. Madame la Présidente, ici on a des produits qui viennent des agriculteurs qui sont membres de la plateforme, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est le seul endroit où ces agriculteurs vendent leurs produits ou est-ce qu'ils les vendent aussi ailleurs? Non, ce n'est pas le seul endroit. Nous avons les points de vente. Celui-là est le premier qui a été installé. Le deuxième est au niveau du rond-point de Nzayon. C'est un quartier dans la ville de Libreville. Et en dehors de ça, nous vendons aussi aux particuliers. Nous avons d'autres clients comme les restaurants à qui nous livrons des produits bruts. Et le prix des produits ici, que ce soit les produits agricoles bruts ou transformés, est-ce que c'est plus cher qu'ailleurs ou c'est à peu près la même chose? Non, c'est le contraire. Ici, c'est à la portée de toutes les bourses, comme on le dit. Vous avez par exemple 500 ici, là 500, 1500. Le produit le plus cher, c'est la pâte d'arachide qui est à 4000. Mais est-ce que les gens trouvent ça cher ou c'est... Non, c'est moins cher parce que la même pâte d'arachide que nous vendons à 4000, les autres la vendent à 5000. Ah d'accord. Oui, c'est moins cher ici. Et c'est notre politique parce que nous sommes une coopérative et c'est nous-mêmes qui produisons. Donc nous ne faisons pas comme si on achetait pour revendre. Donc, vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire, vous pouvez non, il n'y a pas d'intermédiaire. gagner de l'argent tout en ayant des prix plus bas. Nous reprenons la route pour aller à la rencontre d'un deuxième agriculteur de la plateforme. Ils sont 200 au total, regroupés en 19 associations. Vous êtes monsieur Jean-Claude? Ouais. Bonjour. Bonjour et bonne arrivée. Merci, merci. Encore allez. On est sur votre champ là? Oui. Ils sont en train de faire des ronds manuels. D'accord. Oui, et puis je vais buter pour mettre la fiente de poule. Alors Jean-Claude, qu'est-ce que vous avez planté ici sur votre parcelle? Ouais, pour l'instant, c'est l'aubergine, intercalée avec le maïs. Donc là, ça c'est de l'aubergine, Ouais. mais c'est pas de l'aubergine comme je la connais au marché. Non, ça c'est l'aubergine locale. D'accord. Oui. Elle a quelle couleur? Ouais, elle est blanche. Il y a deux variétés ici. Il y a celles qui sont blanches et celles qui sont vertes. D'accord. Ouais. Et là on a le maïs. Oui, le Qui est maïs encore rouge. petit et qui va pousser. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous pratiquez l'agriculture ici? Ça fait près de 8 ans. 8 ans. Ah ouais. Et cette parcelle elle vous appartient? Non, j'ai la loue. Vous la louez? Ah ouais. Vous avez quelle superficie? Toi, j'ai plus 1 hectare. Mais pour l'instant, l'aubergine est sur un demi-hectare. D'accord. Très bien. Et c'est vous qui l'avez défriché? Bon, à l'aide des amis, on a déboussé ensemble. Et vous êtes agriculteur de formation? Oh oui, alors, ou- agriculteur de formation. C'est-à-dire, vous avez un diplôme en agriculture? Oh oui, j'ai un diplôme en agriculture. En fait, ma spécialité, c'est dans la production végétale. Je fais des semences et tout. Ah, vous produisez aussi des semences? Oui. Quel type de semences? Je fais tout, la banane, et piment, et arbres fruitiers. Le projet, ces agriculteurs, est-ce que ça a été facile de les convaincre d'intégrer la plateforme et le projet On mange local? Ou est-ce que ça a été un travail pour les sensibiliser, leur faire comprendre les avantages? Comment ça a démarré?
Il fallait faire comprendre aux agriculteurs que seuls, ce n'est pas facile d'évoluer, ce n'est pas facile de grandir. Or, quand on est unis, on dit l'union fait la force. Et quand on est unis, on peut aller vers les bailleurs qui peuvent nous apporter l'appui. Mais lorsqu'on est seul, ce n'est pas évident. Et quels sont vos objectifs pour continuer à développer encore les activités de la plateforme Hors-Vert? Ce que nous avons déjà fait, c'est déjà un chemin, mais nous voulons faire plus. C'est que nous voulons, si nous sommes à 50 hectares de bananeraies par exemple, nous voulons faire multiplier par deux, pourquoi pas. C'est ça notre premier objectif, et amener le cultivateur à comprendre qu'il peut mener aussi une vie meilleure au moyen de l'agriculture que, par exemple, ceux qui sont dans les bureaux ou voilà. Et maintenant, on va avoir le plaisir de rencontrer Marc, qui est le fondateur de l'ONG Brain Forest. Bonjour Marc. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. C'est un véritable plaisir de vous rencontrer. Merci. Votre réputation n'est plus à faire, vous êtes une véritable figure de proue du militantisme écologique ici au Gabon. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a poussé, il y a presque une vingtaine d'années, à créer l'ONG Brain Forest. Pour la petite histoire, Brain Forest, c'est une idée de deux personnes, Giuseppe Vassallo, ancien consul honoraire du Gabon à Milan, et moi-même. On s'est retrouvés tout simplement il y a bientôt 20 ans, en 1998, où il m'a montré les chutes Kongu au nord-est du Gabon, qui sont pour nous aujourd'hui les premières chutes d'Afrique centrale. Mais malheureusement à l'époque, les chutes étaient menacées par l'exploitation forestière parce qu'on avait beaucoup de permis forestiers autour des chutes et qui pouvaient déséquilibrer un peu cet endroit magnifique. Et nous avons décidé de mener le premier combat pour que tous les permis forestiers qui se trouvaient autour des chutes soient délocalisés. Et ces chutes n'étaient pas valorisées comme un patrimoine national, naturel, elles étaient négligées en fait. Nous, on était habitués à regarder les chutes du Niagara ou les chutes du Victoria, mais on ne savait pas qu'en Afrique centrale et au Gabon, on pouvait avoir ces chutes. C'est pour ça que nous avons décidé de créer quelque chose autour de ces chutes. Vous avez protégé cette région de l'exploitation forestière, de la coupe abusive de bois, vous l'avez protégée de l'exploitation minière, mais ce ne sont pas les seuls combats que vous menez, parce que nous, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que vous essayez aussi de promouvoir une agriculture qui est raisonnée et qui est basée sur la mise en valeur des savoir-faire et des cultures locales. Et qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ça, vers de l'agriculture périurbaine et le renforcement de capacité des agriculteurs aussi? Tous ceux qui viennent au Gabon peuvent se rendre à l'évidence d'une chose. Le Gabon est un tapis vert. Quand vous survolez le Gabon, c'est un tapis vert. C'est une évidence, oui. Mais nous importons tout ce que nous consommons, je dis bien tout ce que nous consommons vient du Cameroun. Nous dépensons près de 300 milliards de francs CFA par an, beaucoup d'argent, avec les Camerounais, pour faire venir le manioc, la banane, l'arachide, l'igname, tout. Mais sauf que quand vous venez au Gabon, il suffit de jeter une graine et ça pousse seul. Le Gabon s'est lancé depuis des années vers une conservation de nos écosystèmes. Le Gabon est parfois cité à tort ou à raison comme un exemple en Afrique pour la préservation de l'environnement. Mais c'est aussi ce pays qui n'hésite pas à attribuer des permis à des multinationales pour le palmier à huile, pour les VA. Sachez que l'ambition du Gabon est de faire de ce pays le premier producteur africain d'huile de palme, avec à terme, ce sont les prévisions, 1 million d'hectares. Non seulement ce produit transforme les agriculteurs gabonais en ouvriers agricoles, mais aussi ne résolvent pas le problème de la dépendance alimentaire. Et en plus, le problème écologique se pose. Parce que quand vous allez vous rendre compte que sur des projets, des superficies où on exerce ces cultures, mais c'est la déforestation à outrance. Là, ce que vous dites, c'est que vous accordez beaucoup d'importance à la revalorisation du rôle du paysan.
c'est redonner aux paysans sa place dans la chaîne de production alimentaire au Gabon, n'est-ce pas? Si on donne à chaque agriculteur gabonais, et nous sommes naturellement des agriculteurs, si on lui donne des petits moyens pour développer sa petite agriculture, vous aurez petit agriculteur, plus petit agriculteur, plus petit agriculteur, plus petit agriculteur, mais vous aurez tout un pays avec les agriculteurs locaux qui vont résoudre le problème d'alimentation. Et le surplus sera reversé vers la commercialisation. Quand je vous entends parler, et sachant que ça fait près de 20 ans que vous militez, j'ai l'impression qu'il y a encore énormément d'enjeux et de défis à relever. Est-ce que ça ne vous décourage pas de voir que les choses évoluent lentement? Et quels sont les combats qui vous tiennent encore à cœur et que vous avez envie de mener dans les prochaines années? Le combat que nous menons, que nous continuons à mener, pour réussir tout ce qu'on est en train de faire, c'est le combat pour la gouvernance. Parce que si on fournit des efforts que nous sommes en train de fournir, si on produit des très bons rapports, mais si ces rapports sont rangés dans les tiroirs, parce qu'il n'y a pas une oreille attentive du côté des politiques, ça ne sert à rien. Je crois qu'il faut mener le combat pour la gouvernance, la lutte contre la corruption et surtout la démocratisation de nos pays, parce qu'il n'y a pas de développement sans démocratie. Et qui dit démocratie dit état de droit, et qui dit état de droit dit lutte contre la corruption, lutte contre la malgouvernance. Et c'est ça le combat que nous menons parallèlement à ce que nous faisons. Merci beaucoup. C'est moi. C'est vraiment très inspirant de vous rencontrer, de voir toutes ces actions que vous menez. Et voilà, j'espère qu'on sera à la hauteur pour prendre la relève de ce combat écologique. Mais c'est pour ça qu'on se bat. On dit aux jeunes, oui, l'écologie, oui, l'environnement, oui, tout. Mais quel est l'environnement dans lequel nous fonctionnons? Et je dis souvent aux gens, la différence entre Brain Forest et des ONG comme le WWF et autres qui viennent d'ailleurs, c'est que nous sommes là, on lutte parce que nous sommes là, mais les autres, ils viennent peut-être pour l'emploi, pour de l'argent. Parce qu'on a eu un appel à proposition tel part, on sollicite la présence de tel ou tel expert, on vient, après on repart, on produit des rapports. Que ces rapports produisent des résultats, ce n'est pas le problème, mais nous nous disons, c'est notre pays, notre Afrique, et nous devons être là pour lutter contre ce qui fait reculer l'Afrique. Merci.